Nous allons continuer le chapitre 5 sur la vision binoculaire avec le module 2 où nous allons aborder les 3 degrés de la vision binoculaire, ce qu'est la liaison accommodation-convergence et comment tester cette liaison accommodation-convergence. Nous allons aborder une notion très importante qui sont les 3 degrés de la vision binoculaire. Des questions sont régulièrement posées, que ce soit en VAE ou en analyse de la vision à l'écrit. Le premier degré, c'est la vision simultanée ou biocularité. Le deuxième degré, c'est la fusion ou binocularité. Et le troisième degré, la vision stéréoscopique ou la stéréocularité, qui est la vision des reliefs. Nous allons les voir tous les trois de façon plus approfondie. Le premier degré est donc la vision simultanée. La vision simultanée ou biocularité définit la capacité des deux yeux à extérioriser simultanément une image. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde un objet, nous allons avoir une image sur la rétine droite et une image sur la rétine gauche en même temps. Si le premier degré n'est pas présent, c'est qu'il y a suppression ou neutralisation de l'image rétinienne d'un œil, et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de vision binoculaire. Le deuxième degré de la vision binoculaire, la fusion. La fusion sensorielle est un processus neurophysiologique qui permet la fusion des projections rétinocorticales de deux images rétiniennes tombant dans les zones de correspondance. C'est-à-dire que l'image de l'œil droit et de l'œil gauche, le cerveau va être capable de fusionner ces deux images pour n'en former qu'une seule. Cependant, si la disparité entre les deux images est trop grande, c'est-à-dire si ça ne tombe pas sur des points correspondants ou des aires de correspondance, l'une d'elles est théoriquement neutralisée, mais s'il y a extériorisation malgré tout des deux images, nous avons vu que dans ces cas-là, la vision sera double. Le troisième degré de la vision binoculaire est la vision stéréoscopique ou stéréocularité, qui est en fait le résultat de la perception de la profondeur induite par la disparité des images rétiniennes. C'est-à-dire que l'image d'un objet en relief va donc ne pas arriver sur des points de correspondance, mais sur les aires de Panome, donc sur des aires de correspondance. Et cet objet, entre le devant et l'arrière de l'objet, ceux-ci vont se situer dans la zone de stéréopsie qui est proche du cercle de Wettmüller. Dans ces cas-là, les extériorisations des images rétiniennes droite et gauche vont être perçues sous un angle légèrement différent. L'objet observé sera vu simple, mais avec la sensation de relief. Je vous conseille de revoir un petit peu le module 1 avec les aires de Panome. D'un individu à l'autre, nous n'avons pas la même perception des reliefs. Et pour ça, nous pouvons la mesurer grâce à l'acuité stéréoscopique. Elle définit la capacité de discerner entre deux objets la plus petite différence de profondeur. La norme, en moyenne statistique, on va parler de 20 secondes plus ou moins 10 secondes et on va considérer qu'une acuité stéréoscopique inférieure à 60 secondes ou 1 minute est considérée comme bonne. En fait, c'est l'angle le plus petit entre deux points pour être capable de dire s'il est devant ou derrière, s'il est vu en relief. Une mauvaise acuité stéréoscopique, donc supérieure à 60 secondes d'arc, peut présager la présence d'une anomalie importante de la vision binoculaire comme un strabisme ou une amblyopie. Malheureusement, une anisométropie peut aussi engendrer une mauvaise acuité stéréoscopique. La vision stéréoscopique, c'est également la vision du relief. Le terme de vision du relief est un terme qui regroupe différentes notions, comme par exemple l'appréciation d'une distance absolue, c'est-à-dire la capacité d'un sujet à quantifier l'éloignement d'un objet, souvent parce que l'objet éloigné va être plus petit que l'objet rapproché. Également la différence de profondeur d'un objet par rapport à un autre. L'appréciation du déplacement aussi d'un objet, le sujet pouvant lui aussi être en déplacement ou immobile. La perception est l'aspect de surface d'un objet. Également, l'interprétation de l'éclairement de l'objet pour apprécier sa forme. C'est également toutes ces notions qui nous permettent, même si nous fermons un œil, d'être capables d'apprécier d'une certaine manière les reliefs
et d'apprécier les distances. Nous avons vu dans le module 1 que les deux grandes composantes de la vision binoculaire, ce sont l'accommodation et la convergence. Donc il est évident que ces deux notions sont extrêmement liées l'une par rapport à l'autre. Reprenons l'accommodation qui, je le rappelle, la demande accommodative pour voir nettement un objet est à peu près égale à la proximité de l'objet. Vous vous souvenez que si nous voulons calculer quelle accommodation est nécessaire pour voir un objet à une certaine distance, on fait 1 sur la distance et nous avons donc l'accommodation nécessaire pour voir cet objet. L'unité est donc la dioptrie qui sont des mètres moins 1. Il y a deux stimuli principaux qui vont être à l'origine du réflexe accommodatif parce que nous ne réfléchissons pas. Dès que nous regardons quelque chose en vision de près, l'accommodation se met en place. Il y a déjà la défocalisation de l'image optique de l'objet par rapport au plan rétinien. C'est-à-dire que quand nous regardons un objet en vision de près, l'image de l'objet va se focaliser en arrière de la rétine, l'œil n'aimant pas mal voir, à ce moment-là, il va accommoder pour pouvoir remettre l'image sur la rétine. Il y a également la convergence du couple oculaire, puisque lorsque nous regardons un objet en vision de près, nous allons orienter nos yeux vers cet objet. Et donc, la convergence va également être un des deux stimuli pour enclencher l'accommodation. Et donc, parlons maintenant de la convergence. Lorsqu'un couple oculaire passe de la fixation d'un point objet A à l'infini appartenant à la médiatrice verticale de la ligne de base à la fixation d'un objet A2 rapproché appartenant également à la médiatrice verticale de la ligne de base, à ce moment-là, nous avons vu que les lignes de regard droit et gauche vont tourner en sens opposé pour converger vers cet objet. Il est donc possible d'établir une relation entre l'accommodation nécessaire pour voir net et la convergence requise pour voir simple pour un couple oculaire hémétrope. Cette liaison accommodation-convergence est valable dans tout le parcours d'accommodation. L'accommodation est donc un réflexe qui permet au système visuel de faire une mise au point sur l'objet fixé. La fusion, c'est-à-dire la superposition des images droite et gauche, est un réflexe dont l'objectif est donc de percevoir simple. Tous deux vont donc concourir à l'obtention d'une vision binoculaire nette grâce à l'accommodation et simple grâce à la convergence qui va permettre de fusionner. Nous avons vu que la convergence pouvait être calculée dans 3 unités: les degrés, l'angle métrique et les dioptries prismatiques. Pour un couple oculaire hémétrope, il est généralement admis que l'accommodation en dioptrie sur un point en vision de près est à peu près égale à la convergence en angle métrique. Et il est généralement également admis que dans cette relation accommodation-convergence mise en jeu pour un couple oculaire hémétropisé, elle se vérifie, cette relation, à 10% près. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser une différence de plus de 10% entre l'accommodation en dioptrie nécessaire pour voir net un objet et la convergence en angle métrique nécessaire pour fusionner les deux images. Au-delà, il y a des risques de vision floue ou même de voir double. En pratique, la flexibilité de la relation accommodation-convergence dépend de nombreux paramètres comme la nature du stimulus, du sujet, etc. Nous avons vu en début de chapitre que pour avoir une bonne vision binoculaire, il fallait voir net, simple et confortable. Il va donc être intéressant de tester cette liaison accommodation-convergence pour tester la performance de la vision binoculaire d'un sujet. Le premier test va être les vergences fusionnelles. Le but en fait va être d'étudier la capacité oculomotrice du couple oculaire et donc sa convergence en position active pour une stimulation constante de l'accommodation. C'est-à-dire que l'accommodation sera fixe, mais nous allons varier la convergence du sujet. Souvent, ce test permet également une analyse graphique que nous n'allons pas aborder ici.
On va donc utiliser des prismes afin que l'image optique se déplace sur la rétine dans la direction de la base du prisme et donc obliger l'œil en fait à tourner, donc à tirer sur ses muscles oculomoteurs pour conserver une image nette et surtout simple. L'objectif est de déterminer pour une valeur d'accommodation fixe la capacité du système visuel à compenser des prismes en convergence et en divergence. Les mesures donc vont d'abord être effectuées en vision de loin, puis en vision de près. C'est-à-dire que nous allons commencer avec une accommodation qui est égale à 0 avant de faire ce même test avec une accommodation fixe en vision de près. Nous allons également commencer à faire diverger, c'est-à-dire que nous allons introduire des prises bases internes avant de faire converger grâce à des prises bases externes. On augmente en fait petit à petit la valeur des prismes, jusqu'à déjà ce que la personne nous dit qu'elle voit flou. Et alors, à ce moment-là, on va dire qu'on relève les points de flou. Ensuite, lorsqu'elle voit double, ce sont alors les points de bris. Puis, on rediminue les prismes jusqu'à ce que la personne revoie de nouveau simple. Et nous allons appeler ça les points de recouvrement. Nous allons donc pouvoir mettre les résultats parfois sur un petit graphique où le rond va être donc la valeur des points de flou, le carré la valeur des points de bris et la petite flèche bleue les valeurs de points de recouvrement. Tout ça va nous permettre de calculer l'amplitude fusionnelle relative entre effectivement le maximum que la personne peut diverger et le maximum que la personne peut converger par rapport à une accommodation fixe, soit égale à 0 en vision de loin, soit est égale à une certaine dioptrie, par exemple 2,5 dioptries, si le test se fait à 40 cm. Je vous mets à titre informatif les normes par rapport à ce test. Ça ne sera pas forcément demandé lors des questions au niveau de la VAE, mais si vous passez l'analyse de la vision à l'écrit, c'est souvent demandé. Le deuxième test pour vérifier la performance visuelle de la vision binoculaire d'un sujet est le punctum proximum de convergence ou le PPC. Pour ça, on utilise un stylo lampe que l'on va au départ partir à peu près à 60 cm et on va le rapprocher en demandant à la personne de conserver le plus longtemps possible la vision simple du stylo lampe. Au moment où la personne nous dit qu'elle voit double, ou l'observateur peut aussi voir un œil décroché, repartir en divergence, nous allons noter en centimètres la valeur, la distance à laquelle la personne voit double. Ensuite, nous allons continuer à rapprocher et à reculer et nous allons demander à la personne de nous dire à quel moment elle revoit de nouveau simple et nous allons là aussi relever la distance en centimètres. Au niveau des normes, donc le bris, c'est-à-dire au moment où la personne va voir double, doit être à peu près situé à 8 cm du canthus externe ou à 5 cm de la racine du nez. Et le recouvrement, c'est-à-dire au moment où elle va de nouveau revoir simple, il doit être inférieur à 2 fois la distance du bris. Troisième test pour tester la performance de la vision binoculaire, ça va être les accommodations relatives. C'est-à-dire que là, nous allons partir par rapport à une convergence fixe et nous allons faire varier l'accommodation du sujet. Ce test est destiné à montrer le degré de liberté de l'accommodation pour une convergence donnée. Ils ne sont effectués donc qu'en vision de près puisqu'il faut solliciter l'accommodation. Nous allons donc avoir l'accommodation relative négative, ARN, c'est-à-dire que nous allons rajouter par rapport à une distance fixe, donc une sollicitation au départ d'accommodation fixe, nous allons rajouter des verres convexes pour soulager l'accommodation, jusqu'à ce que la personne voit flou. Cette apparition du flou donnera la valeur de l'accommodation relative négative, puisque là on soulage l'accommodation. A l'inverse, nous allons ensuite calculer l'accommodation relative positive, l'ARP, en rajoutant des verres concaves, donc en demandant une sollicitation plus importante de l'accommodation jusqu'à l'apparition du flou. Cette apparition du flou donnera la valeur de l'accommodation relative positive.
Et le dernier test que nous avons déjà abordé, c'est le PPA, le punctum proximum d'accommodation. Et je vous invite à relire ce qui concerne le PPA dans le chapitre sur la presbytie. Je vous mets aussi les normes. Donc pour le PPA, il doit être supérieur à 5 dioptries pour un non-presbyte. Au niveau de l'ARN, donc les verres doivent être compris entre plus 1,75 et plus 2. Et pour l'ARP, ça doit être supérieur à moins de 50 dioptries. Tous ces tests nous permettent effectivement de vérifier si la personne est capable de voir de façon confortable par rapport aux normes données.